tu pointes lui. Donc on va continuer cet après-midi dédié à la chirurgie avec une présentation sur la chirurgie tubaire qui sera faite par le professeur Guillaume Legendre qui travaille à Angers, camarade d'études. Ouais. Et, je crois que ça fait la chirurgie tubaire voilà, fait partie de ces domaines d'expertise et il pourra vous délivrer plein de secrets autour de cette technique qui reste toujours d'actualité quand il le faut. C'est ça. Merci Merci Pietro. Guillaume. Merci, c'est un plaisir d'être invité, c'est un honneur hein, puisque la salle est pleine. Je dirais pas le nombre d'années, mais c'est vraiment une expertise de Cochin et Pietro a bien repris le flambeau puisque quand j'étais jeune interne, j'étais assis à votre place. Pietro n'officiait pas encore derrière le micro, mais voilà, j'étais déjà inscrit au lit de Cochin pour apprendre un petit peu les notions d'infertilité. Donc je remercie Pierre-Emmanuel Bouet qui est le professeur qui est en charge du service d'AMP à Angers qui m'a prêté quelques vidéos. Donc la chirurgie tubaire, quand est-ce qu'on va en avoir besoin? Je ne vais pas avoir le temps de tout traiter aujourd'hui, mais en gros, bah, on va en avoir bien sûr en cas d'hydrosalpinx, ce qui va nous occuper finalement la grande partie de notre topo, avec la plasmaphiroplastie, la néosalpingostomie, la salpingectomie, les obturations tubaires, l'adhésiolyse également, les obturations proximales, que ce soit après cathétérisation tubaire proximale, et puis les chirurgies de reperméisation tubaire. Le contexte d'urgence, j'ai mis que ce film-là sur la GEU parce qu'il y a Hervé Fernandez qui vient après, même si on fait plus beaucoup de salpingotomie, puisque vous savez les essais d'Éméter qui privilégient la salpingectomie pour la fertilité, si on doit faire une salpingotomie, on utilise le gros aspirateur de 10 et pas de 5 pour qu'elle soit correcte. Et puis la notion aussi de drainage des abcès des IGH, dont je n'aurai pas le temps de parler, à part dans cette diapo d'introduction, mais qu'il faut savoir faire plutôt que de se lancer dans une chirurgie complexe de pyosalpinx où on risque d'être délétère finalement pour les trompes. C'est les deux messages que je voulais vous délivrer en urgence, puisqu'il n'y a pas, il y a peut-être beaucoup de médecins, de futurs médecins de l'infertilité, mais j'espère qu'il y a quand même beaucoup de gynéco-obstétriciens, parce que j'ai adoré le message que vous a délivré Pietro sur, il faut que ça reste une spécialité complémentaire, il ne faut pas qu'on travaille chacun dans notre coin, les chirurgiens, les médecins de la reproduction de l'autre, il faut vraiment qu'il y ait des ponts entre les deux et qu'on prenne en charge au mieux les patientes, il y a du bénéfice à prendre pour les deux. Donc, sur les explorations tubaires, j'en ai parlé un petit peu. Donc, on a parlé de l'hystérosalpingographie. On a parlé un petit peu également de l'hyphosie. Donc, je voulais montrer un petit film d'hyphosie, puisque c'est vrai que nous, on a une pratique un petit peu différente à Angers que celle de Cochin, où on utilise finalement l'icosie. Alors, vous avez l'icosie, c'est à l'eau, et même le professeur Bouet qui a travaillé au Canada, il l'utilise à l'air. On utilise l'icosie quand on a un échec de l'icosie et l'hyphosie. Je vais vous montrer notre algorithme qui n'est pas du tout une recommandation nationale. Et puis on utilise l'hystérosalpingographie en deuxième intention dans notre centre, malgré tous les bénéfices que vous a démontré Pietro sur l'utilisation de l'hystérosalpingographie permanente. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas de radiologue à Angers. Et les radiologues ne font plus d'hystérosalpingographie. Le cas n'est pas sûrement assez intéressant, c'est moins qu'une IRM quand même. Et du coup, on n'a plus d'hystérosalpingographie sur Angers. Donc c'est un peu compliqué de l'avoir. Je crois qu'il y en a 2 sur Nantes qui le font. Donc c'est vrai que c'est aussi peut-être un problème qui est provincial, mais en tout cas dans l'Ouest, il y a de moins en moins de radiologues qui font des hystérosalpingographies. Donc peut-être qu'il faut aussi apprendre des techniques où on est autonome pour les faire. Juste un petit film pour illustrer les propos. Donc vous avez en bas c'est une hyphosie, donc avec le F pour foam, et on va le gel, et on va pousser le gel dans l'utérus. On le fait, on coupe, on fait une hystérosonographie, on fait pas tout à fait la technique de Levaillant et de Massin, on fait tout en un temps, on fait le compte des follicules à part, mais on fait une hystérosono et une hyphosie systématique et on peut suivre la trompe. Alors bien sûr, on n'a pas la même sémiologie aussi fine que l'hystérosalpingographie, je suis tout à fait d'accord avec Pietro, mais on a l'effet on-off, ça passe ou ça passe pas sur l'examen.
les recos du collège qui ne sont pas encore publiés, mais qui ont été présentés l'année dernière à PSF en mai, finalement, qui mettent un petit peu sur un pied d'égalité, finalement, l'hystérosalpingographie et l'hystérosonographie dans l'exploration tubaire chez la femme infertile. L'IFOSI recommandant une alternative à l'hystérosalpingographie pour explorer la pérennité tubaire en l'absence d'antécédents qui pourraient faire suspecter une pathologie tubaire ou pelvienne. Donc c'est vrai que c'est toujours sujet à interprétation, hein. Moi, je suis plutôt pro-IFOSI, vous l'avez compris, donc on va, on l'a mis plutôt en première intention. On peut voir l'alternative comme en deuxième intention. Euh, on a parlé un petit peu de la célioscopie diagnostique. Je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Pietro. Il est recommandé de discuter une célioscopie avec épreuve bleue si une pathologie tubaire distale est détectée à l'hyphosie ou à l'hystérosalpingographie, en l'absence d'anomalies spermatiques qui pourraient indiquer une FIV d'emblée. Ça, c'est les recos également de l'année dernière. Et on ne fait pas d'hystérosalpingographie avec produit de contraste aqueux en France. C'est euh, enfin huileux non plus, puisque c'est pas commercialisé en France, en tout cas pas dans cette indication-là. C'est dommage parce que ça marche plutôt bien, comme l'a dit Pietro. Une hyphosie, une célioscopie avec épreuve au bleu dans le but de réaliser un flushing tubaire pour augmenter les chances de grossesse spontanée et naissance vivante. C'était un petit peu la dernière question auquel a répondu Pietro. Donc voilà, nous, ce qu'on fait à Angers, juste en bilan tubaire, ça c'était une petite introduction avant de commencer. On fait l'icosie, donc au sérum physiologique, à l'eau, on voit le petit passage, ou à l'air, on voit des petites bulles. Et puis si on a un échec, ce qui est comme dans 20% des cas, on sort le gel, puisque ça coûte cher, l'hôpital nous le met gratuitement à disposition, donc on essaye de l'économiser. Si on a encore un échec, là, on va prescrire une hystérosalpingographie. Donc là, on est un peu embêté puisque le dernier radiologue est parti en retraite. Donc on a parfait l'algorithme. On espère qu'un jeune va reprendre l'hystérosalpingographie pour qu'on puisse continuer notre algorithme. Et puis, si on a une trompe au moins bien visible, bah, on s'arrête là. La Célio épreuve au bleu, je vous ai remis un peu les deux diapos de reco, c'est un petit peu à part de l'exploration tubaire et des adhésiolyses, mais c'est vrai qu'on tourne toujours un petit peu autour de la même question. Quand est-ce qu'on va à la Célio? Quand est-ce qu'on part directement en AMP? C'est une question c'est un vrai challenge au quotidien quand on est devant la patiente, quel est vraiment le bon timing, et je pense que le topo d'avant répondait bien à la question. Là encore, c'était des questions qui étaient posées aux experts du groupe infertilité dirigé par Blandine Courbière. Donc, en cas de bilan initial normal chez un couple infertile dont la femme âgée de moins de 30 ans, il est probablement recommandé de discuter une exploration de pelvienne par célio pour augmenter les chances de grossesse spontanée. Après 30 ans, c'est plus difficile à dire. Le cut-off d'âge dont a parlé Pietro et là a été également souligné dans ces recos. En cas de bilan initial normal chez un couple infertile, et c'est tout la notion de bilan initial normal avec l'interrogatoire qui doit être vraiment policier, comme vous l'a dit Pietro, pour dépister une endométriose, notamment superficielle. Bah, la célioscopie est recommandée pour la détection et la lésion des lésions pelviennes, endométriose péritonéale, superficielle, les adhérences, minima légères, afin d'augmenter les chances de grossesse spontanée. Et pour les adhérences, c'était d'autres recos auxquels avait participé Pietro l'an d'avant. C'est vrai que si les adhérences sont faciles, on va aller les traiter. Si elles sont compliquées, qu'on risque de faire des bêtises, on ne va pas aller les traiter. En cas d'un bilan d'infertilité initiale normal chez un couple infertile, si une prise en charge en FIV est décidée en première intention, il n'y a pas forcément d'indication à réaliser une célioscopie diagnostique pour le coup, pour augmenter le taux de naissance vivante. Mais vous voyez, à chaque fois, c'est des qualités de preuves qui sont basses à très basses. On n'a presque pas de données sur la chirurgie d'infertilité en général, et en particulier tubaire, où les séries elles sont assez anciennes. Donc, situation la plus fréquente, c'est on a un hydrosalpinx. Donc, quand on a un hydrosalpinx, ça se voit à l'échographie. Vous avez tous vu des aspects en corne d'abondance comme sur l'image de gauche. Avec, quand on coupe cette image-là, celle-ci, c'est cette image-là qui est coupée transversalement, avec finalement l'aspect de perles sur une corde. Vous voyez les petites perles sur la corde. On a une perte des plis muqueux, donc on a l'hydrosalpinx. Au départ, on peut se faire avoir avec un kyste fonctionnel quand on est jeune interne. Au bout d'un moment, on a l'habitude de voir ces images allongées et on ne se fait plus avoir. Je vais passer rapidement parce que ce n'est pas le DUDECO qu'on est en train de passer aujourd'hui, mais vous voyez vraiment l'image d'hydrosalpinx qu'on peut, hop, je
perdu entre le laser. Je sais pas, le laser, non, il voit pas le laser en distanciel, c'est ça? Il voit que la. Le laser, il le voit non, il voit que la. Il voit la flèche. C'est un peu. Bon, vous voyez l'image en bas à droite, c'est un peu particulier. Ça demande un effort de synchronisation qui est pas simple. Ouais, il faut peut-être que je pointe mon écran. Mais ouais, ça marche. Bon, je vois ma flèche, mais c'est pas très grave. En corne, qu'on appelle en corne d'abondance, où on imagine bien que c'est bouché au bout. Bon, qu'est-ce qu'on va faire en cas d'hydrosalpinx? Est-ce qu'on fait une repermélisation? On va voir quelle technique. Est-ce qu'on fait d'emblée une salpingectomie? C'est pas si simple que ça. La décision, elle doit vraiment être prise au cas par cas. Et puis, on va voir les facteurs à prendre en considération. Les techniques de repermélisation distale, bah, il y en a deux. Il y a la néosalpingostomie, où on va finalement recréer un pavillon. Et puis la fimbrioplastie, c'est vraiment quand la trompe elle est bouchée au bout. Parfois, il y a un petit pertuis c'est simple, on met une pince dedans et puis on va l'ouvrir. Donc il faut bien connaître ces deux techniques. Et puis on va voir quand est-ce qu'on fait, on fait ça va revenir. Hop. Donc, une petite cellio pour infertilité, une patiente qui avait antécédent de maladie de Crohn, donc on n'avait pas spécialement avec une coloprotectomie, donc une adhésolus qui n'est pas si compliqué que ça. Et on trouve, bon ça c'est toujours pareil pour plaider en faveur de la cellio, un utérus avec corne rudimentaire. Donc bon, c'était en plus on voyait une trompe bouchée puisque finalement ils avaient pu obturer un hydrosalpinx à droite et puis à gauche il n'y avait pas de passage proximal puisque finalement il y avait une corne rudimentaire avec une trompe mais qui n'était pas du tout accessible. Donc on fait une petite adhésiolyse, bon ça je vais passer. Hop, ce qui n'est pas ça l'intérêt de ce film. Bon, je peux récupérer mon truc. Ouais, je voulais aller à mon point en fait. Euh, Ah si, je la récupère. Hop, je l'ai eu. C'était assez fugace. Hop, je voulais juste avancer mon film. Ah, là, je l'ai sur l'écran. Hop, on va se mettre un tout petit peu avant. Pardon pour le petit temps mort. Oui, c'est sur l'écran que j'avais ma fiche, je voyais pas. Pardon. Donc on voit l'hydrosalpinx à droite. Ça passe un petit peu au niveau du bleu. C'est un peu poussif. Donc, vu que là, on fait, du coup, là, je fais l'addition de faire une fimbrioplastie ou une néosalpingostomie, à votre avis? Néo, une néosalpingostomie, on ouvre en plein milieu. On voit que la muqueuse, elle est plutôt pas mal. Vous avez vu, elle était bien rose. Ça saigne un peu, donc c'est plutôt bien quand ça saigne. On voit qu'il y a un bon passage. Alors, deux techniques. Alors, pour les feignants, on peut éverser juste avec des petits points de bipolaire. Ce qui est important, c'est de vous mettre la tête de la muqueuse normale. Vous voyez que elle est très belle, cette patiente-là. Chez cette patiente-là. Et là, on va pouvoir regarder soit on va pouvoir faire une fimbrioplastie une néosapingostomie, pardon, au fil. On utilise du 4 ou du 5-0. Ici, c'est du PDS 4-0. Et on fait des points pour éverser la muqueuse de manière assez simple, un petit filtrateur, et puis on fait des points, 3-4 points, et puis on peut vérifier que ça passe bien. Je crois qu'il va y avoir le bleu qui passe. Voilà, et puis voilà, on fixe 2-3. Bon, cette patiente, j'ai eu la chance qu'elle soit enceinte 2 mois après, donc c'était assez sympa. Autre chirurgie, exploration tubaire. Ah, un petit syndrome de Fitz-Curtis. Hop, l'appendice, l'utérus. Bon, pareil, souvent, vous voyez, on trouve quand même souvent des petites adhésiolyses, une petite adhésiolyse à faire. C'est pas que pour augmenter la cotation. Avec un aspect
d'hydrosalpinx, là plutôt finalement une obturation distale. L'autre trompe est pas très belle de ce côté-là, ça passe pas à l'épreuve au bleu. On fera si ça passe ici, excusez-moi si je me confonds dans les films. L'autre trompe est moins belle, on va faire ici on va faire une fimbrioplastie à gauche et la trompe est moins belle à droite, donc on fera une néosalpingostomie parce que c'était une patiente qui était jeune. On aurait pu discuter, de refaire une fimbrioplastie seule, mais finalement on agrandit un petit peu le pavillon, on voit que ça saigne également et on va pareil au fil refaire on voit qu'il y a de la muqueuse, donc on va faire une petite fimbrioplastie de ce côté-là. Donc ce qui est compliqué, c'est comment on prend la décision. Alors, j'ai pas d'algorithme malheureusement à vous donner puisque c'est assez difficile. Ce qui est sûr, c'est l'âge de la patiente est important. Alors, l'âge de la patiente, c'est compliqué parce que, bien évidemment, ça marche mieux quand la patiente elle est jeune, et donc avant 35 ans. Après, c'est vrai que c'est toujours embêtant d'aller faire une salpingectomie à une patiente qui est très âgée, où on sait qu'elle ne va pas être prise en charge en AMP également. Donc c'est vrai que dans les recos, c'est plutôt la patiente jeune qui doit bénéficier d'une technique, on va dire, conservatrice, et plutôt une patiente âgée, après 35, voire après 40 ans, une salpingectomie. Néanmoins, je pense qu'il n'y a plus de possibilité d'AMP du tout. Peut-être que de garder une fertilité spontanée, même si les chances de grossesse sont peut-être faibles, ça peut être intéressant. Ça dépend vraiment du parcours de la patiente. C'est sûr que si elle va faire un don d'ovocytes à l'étranger, c'est pas la même chose que si elle a malheureusement aucun revenu et que voilà, il va y avoir que la procréation naturelle qu'il faudra optimiser. Donc ça, c'est une vraie discussion qu'il faut avoir au cas par cas avec la patiente. Le tableau clinique, vous voyez, douleur pelvienne, est-ce qu'il y a une hydrorrhée, est-ce qu'il y a des dyspareunies, est-ce qu'il y a une infertilité finalement, parce qu'on peut trouver des hydrosalpinx de manière totalement asymptomatique. Donc, est-ce qu'il va falloir, la patiente n'a pas forcément de désir de grossesse dans l'immédiat. Est-ce qu'il y a eu des grossesses extra-utérines? Est-ce qu'il y a un terrain de fausse couche à répétition qui pourrait faire évoquer une endométrite chronique? Voilà, est-ce que c'est une découverte fortuite? Est-ce qu'il y a des pathologies associées? Oui, on revient toujours, on ne s'est pas concerté avec Pietro pour faire les topos, mais antécédents de chirurgie tubaire, endométriose, est-ce qu'il y a des antécédents d'infection génitale haute compliquées? Est-ce que c'est uni ou bilatéral? Et puis, il faut essayer de savoir quel traitement finalement on va envisager pour cette patiente. Donc l'âge de la patiente, on a dit moins de 35 ans, on va plutôt favoriser un traitement conservateur, rare après 40 ans pour la réparation tubaire, mais c'est un peu, voilà, quand la patiente elle a aucune possibilité d'AMP, que ce soit pour conditions sociales ou financières, peut-être qu'il faut parfois se donner, tenter la repermisation pour augmenter les chances naturelles. Le tableau clinique, le plus souvent, on va essayer d'améliorer, ça sert à améliorer la fertilité spontanée. Et puis, quand c'est uni ou bilatéral, quand on a une belle trompe, c'est vrai qu'on a moins de scrupules à aller faire la salpingectomie de l'autre côté. C'est vrai que c'est le même principe qu'en grossesse extra-utérine. Certes, on fait des salpingectomies, il faut privilégier la salpingectomie, mais quand on a l'autre trompe qui est complètement pourrie, c'est là où peut-être qu'il faut se poser la question quand même de la salpingotomie, parce qu'on a tous des histoires avec des patientes qui ont des salpingectomies bilatérales à 29 ans et à 30 ans pour des hydrosalpinx et finalement des échecs de FIV, et on est un petit peu embêté quand même chez ces patientes. Est-ce qu'il y a une pathologie associée, une endométriose, donc une infection d'IGH? Le risque, c'est les adhérences. Est-ce que finalement, il n'y a pas un intérêt à aller voir quand même en célio, parce que s'il n'y a pas des adhérences, c'est pour optimiser cette chirurgie. En même temps, si elle a des adhérences assez sévères, ça va peut-être complexifier la repermisation. Donc, est-ce qu'on va être capable de le faire ou pas? Est-ce qu'il va falloir parler de peut-être des alternatives? Une obturation, moi je fais très peu de salpingectomie partielle, ce que fait beaucoup plus mon collègue Pierre-Emmanuel Loué. Moi, j'avoue que soit je fais une salpingectomie si vraiment la chirurgie elle est très très complexe. Je vais plutôt aller faire une obturation, sauf si vraiment on n'a absolument pas accès à la portion proche de l'utérus de la trompe pour mettre un clip. Je trouve que quand on peut faire une salpingectomie partielle, souvent on arrive à faire quasiment la salpingectomie totale. Et puis, est-ce qu'on va lui faire une FIV? Est-ce qu'on va lui faire une FIV-ICSI? Est-ce qu'on va lui faire une insémination? Est-ce que c'est un projet de procréation naturelle qui va être envisagé?
qu'est-ce qu'on va donner comme information à la patiente devant un hydrosalpinx? C'est bah, il y a quand même de bonnes chances de grossesse spontanée. Alors, c'est pas miraculeux, mais c'est 20% à 1 an, 25% à 2 ans. Donc, ça, c'est pareil, ça rejoint le message de après une chirurgie, il faut se donner un petit peu de temps pour que ça marche naturellement, mais peut-être pas trop, peut-être 6-12 mois, c'est un bon délai pour se donner en fertilité spontanée, à pondérer bien évidemment avec l'âge de la patiente. Autre information, le risque de GU. 10% de risque de GU. Donc il faut que la patiente consulte en début de grossesse pour éliminer une GU. Taux de fausse couche, 7%. Ça, c'est une compilation des séries françaises qui avaient été publiées dans les recos de fertilité de 2010, donc plus ancienne. En fonction de l'évaluation préopératoire des scores de sévérité tubaire, on en reviendra un petit peu, avec, vous voyez, des chances de grossesse qui sont plutôt de 30 à 40% que si l'atteinte tubaire est assez légère. Si on atteinte tubaire est sévère, 5 à 10%, on diminue quand même drastiquement les chances de grossesse de 5 à 10%. Donc c'est là où peut-être il faut savoir se poser la question peut-être plus d'une salpingectomie et d'un passage plus rapide en AMP. Sur le risque de récidive, un papier de 2006 assez ancien, 40 patientes opérées de néosalpingostomie pour hydrosalpinx, et on voit un taux de récidive 57%. Donc il faut rester modeste. Il y a quand même un timing pour être enceinte et il faut pas non plus dire voilà, j'ai réparé, tout est bien madame, au revoir, moi je suis super chirurgien voilà, ça va rouler. Il faut d'une part contrôler ce qu'on a fait et puis d'autre part ne pas que la patiente parte dans la nature et enchaîner avec d'autres techniques si elle s'est rebouchée et peut-être discuter d'une salpingectomie après un échec d'une tentative de déosalpingostomie ou de embryoplastie. Alors c'est vrai que ça peut être lourd, il faut réopérer la patiente, mais comme vous le savez, la problématique de l'hydrosalpinx, c'est ce liquide, une des théories, hein, c'est le liquide inflammatoire qui va finalement pouvoir être relargué au niveau de l'endomètre et venir perturber l'implantation par un effet soit direct, soit par le biais de cytokines. C'est vrai qu'on n'a pas tellement envie, s'il y a une récidive, d'aller faire une FIV en disant bah, la trompe elle est bouchée, j'essaie de la déboucher. Faudra peut-être voilà, retourner pour aller enlever la patiente, mais pour aller enlever cette trompe. Mais c'est voilà, pour ça que la consultation, elle peut être longue. Il faut vraiment expliquer tout ça à la patiente, parce que bien sûr, on ne peut pas la réveiller au milieu de la cellule pour dire alors madame, votre trompe, elle est comme si, l'autre côté, finalement, bah, c'est plus compliqué parce qu'il y a des adhérences périovariennes et puis la muqueuse, elle n'est pas terrible. Donc il faut essayer d'anticiper un petit peu toutes les situations. Dans la risque de récidive, il faut envisager un contrôle. C'est là où on fait un contrôle. Il faut faire un contrôle de la pérennité tubaire, je pense, à 3 mois pour vérifier que la trompe elle est toujours perméable et pouvoir se donner éventuellement un petit peu plus de temps sur l'expectative. Quel pronostic en AMP? Parce que ce qui est compliqué dans les études, c'est qu'on parle de fertilité spontanée. Est-ce qu'on a des données finalement sur les patientes qui vous intéressent peut-être plus si vous êtes médecin de la reproduction? Qu'est-ce que je dois faire moi devant des patientes qui sont en situation d'AMP? Alors vous voyez deux groupes, un groupe néosalpingostomie, un groupe salpingectomie, avec des taux d'essence vivante dans le groupe néosalpingostomie de 49% et 45% dans le groupe salpingectomie. Pas de significatif, mais un petit peu plus de grossesse quand on garde la trompe. Le taux de récidive était assez faible, hein, c'était 14% dans ces deux groupes, ça doit être quand même signalé. Certains auteurs, notamment Fouda, a proposé le drainage transvaginal. En France, on l'utilise pas réellement. La Cochrane de 2020 le retient pas non plus comme alternative. Voilà, et les données sont plutôt en faveur de toute manière d'une salpingectomie qu'une aspiration. Alors c'est vrai que c'est plus simple. C'est intéressant peut-être dans les pays où on n'a pas accès à la célioscopie. En France, on ne doit pas ou exceptionnellement utiliser cette donnée. Peut-être la seule, je n'ai pas cette expérience-là, mais c'est de l'aspirer un hydrosalpinx qui aurait poussé sous STIM
peut-être que c'est là où voilà, si on est la ponction, je ne sais pas si Pietro le fait, mais voilà, ça reste des cas vraiment très marginaux. Quand réaliser la salpingectomie, puisque c'est voilà, comment on décide, on est en préopératoire, l'âge de la patiente revient, donc plutôt chez les patientes plus âgées, donc plus de 35 ans, plus facilement encore après 40 ans. Quand on a finalement déjà fait une trompe qui est malade avec un antécédent de GU, quand on a une indication de FIV d'emblée. Là encore, en fonction du caractère unibilatéral, si la trompe elle est parfaitement saine, on va aller plus facilement à la salpingectomie, peut-être qu'à la conservation, en fonction pour un même état tubaire, on va peut-être finalement plus aller à une salpingectomie. Et puis en cas de récidive, je pense que malheureusement, il est temps de faire une salpingectomie. C'est le même parallèle qu'avec avec la grossesse extra-utérine. Si on a fait un traitement conservateur, si la récidive du même côté, ben on va faire une salpingectomie. C'est exactement la même chose. Les classifications, là encore, elles ne sont pas très pertinentes. Donc, il y a la classification américaine que je passe puisqu'elle n'a pas d'intérêt. Il y a des scores qui existent, d'évaluation tubaire, qui sont recommandés dans les dernières recommandations. Alors, il y a le score du professeur Mage, qui a de score de Clermont, ou qui est donné sous le score de Clermont-Ferrand, qui associe des données d'hystérosalpingographie à des données célioscopiques avec différents grades, 1, 2, 3, 4, de pronostic finalement qui servent plutôt à dire s'il faut aller ou pas à la célioscopie, mais dans un contexte d'hydrosalpinx, je pense que devant un premier hydrosalpinx, aller voir et il n'est pas très pertinent. Ce qui est plus pertinent, c'est le score d'évaluation de la muqueuse tubaire. Donc on ouvre la trompe et on voit s'il y a des plis normaux, s'il y a des plis aplatis mais anormaux, s'il y a des adhérences entre les plis, s'il y a des adhésions étendues entre les plis ou des larges zones de muqueuse aplatie, ou s'il n'y a plus de plis du tout. Et là, voilà, on sait que en fonction de ce score, bah, le pronostic il est très différent. Pour illustrer un petit peu ça, en fait, c'est assez visuel quand même. Vous allez, pareil, là, ouvrir votre trompe en croix. Hop. On va avancer un petit peu. Salut Hervé. Qu'est-ce que vous pensez de la muqueuse? Vous voyez, elle est toute palote, toute blanche. Est-ce que c'est favorable? Pas terrible. Voilà. Donc là, ça va être. Alors, est-ce que c'est un 4? Est-ce que c'est un 5? Voilà. Mais en tout cas, on va plutôt aller faire une salpingectomie. C'est ce qu'on avait décidé dans ce cas-là. Oui, c'est tout à fait ce que j'ai dit avant. Hervé Fernandez vient d'arriver, c'était état de la trompe de l'autre côté. Guillaume, sauf si la trompe de l'autre côté est encore plus mauvaise. Donc, pour être de la génération qui a vécu la chirurgie de l'infertilité sans FIV, bien, il faut savoir qu'avec des trompes, comme vient de vous montrer Guillaume, on avait 10% de grossesse. Donc, versus 0% quand on retire les deux trompes, eh bien, en fait, la question est là. Il faut simplement informer les patientes que le risque de grossesse ectopique, il est présent et que dès qu'elles seront enceintes, eh bien, il faut qu'on localise où elle est. Mais ayez toujours le réflexe d'ouvrir les deux trompes dans les hydrosalpinx bilatéraux parce que peut-être que des fois, vous allez pas retirer les deux. Tu es d'accord, Guillaume? Tout à fait. L'autre trompe, non, elle était parfaite celle-ci. Mais de toute façon, tu peux demander, je l'ai dit juste avant. Donc le rationnel pour faire la salpingectomie, outre le fait bien sûr de regarder la trompe contralatérale, c'est à la prise en charge de l'hydrosalpinx où en gros ça augmente par deux les chances de grossesse en FIV. Par rapport à un hydrosalpinx qui est laissé en place. Donc, c'est pas licite du tout de laisser un hydrosalpinx avant de prendre en charge une patiente en AMP.
l'occlusion tubaire peut être vraiment une alternative intéressante dans ce contexte, dans les cas vraiment compliqués de prise en charge. Il y a le débat sur la salpingectomie et la réserve ovarienne. Les données, elles peuvent être un petit peu contradictoires. Là, je vous ai cité cette méta-analyse de fertilité publiée dans Fertile Stérile il y a quelques années, 25 articles, presque 2000 femmes comparées à des témoins sans salpingectomie, avec finalement nécessité d'augmenter les doses de gonadotrophine en cas de stimulation, moins d'ovocytes récupérés en cas de salpingectomie, et en cas de salpingectomie bilatérale, eh ben, une FSH qui est diminuée, qui est augmentée, une réserve ovarienne qui est altérée. Quand on regarde d'autres données, une autre méta-analyse publiée dans ACTA, où on compare les patientes avant, après, et pareil, des études randomisées, comment dire, cas témoins, enfin des études cas témoins, pardon, on a des données qui sont plutôt rassurantes avec pas d'impact de la salpingectomie à court terme. On n'a pas de données à long terme sur la réserve ovarienne. Donc le message, c'est plutôt que la salpingectomie peut être faite. Après, il faut savoir faire la salpingectomie. Ça, je pense que ça ressort pas des études. Il faut vraiment rester au ras de la trompe. Il ne faut pas aller trop loin dans le méso. Et ça, c'est valable puisqu'on a des cas de ménopause. On le voit, hein, si on fait des salpingectomies même après des hystérectomies chez les patients qui ne sont pas ménopausés, on peut avoir des cas de ménopause. Hein. Voilà, on ne sait pas à quel âge elle a été ménopausée. On va voir que les données ne sont pas forcément dans ce sens, mais on a tous des expériences de patientes qui reviennent à la visite post-opératoire ou 6 mois après en disant bah, voilà, j'ai des grosses bouffées de chaleur. Bon, peut-être qu'il n'y a pas de lien, mais on peut quand même s'interroger là-dessus. Quand on regarde, est-ce qu'il vaut mieux faire une salpingectomie ou une obturation tubaire pour la réserve ovarienne? Alors, c'est des études chinoises et des essais randomisés indiens, mais là encore, bah, bien évidemment, la réserve ovarienne. Alors, je suis désolé, c'est les tableaux de l'article Princeps, hein, ils ne sont pas très lisibles, mais j'ai pas pu améliorer la qualité des articles. On voit qu'il y a quand même moins un impact sur le compte des follicules antraux et sur la MH. En défaveur de la salpingectomie par rapport à l'obturation, ce qui est assez logique. Dans cette méta-analyse, il n'y avait pas ce qui nous intéresse, le taux de grossesse ou de taux de naissance vivante. Pour aller plus loin dans le débat, quand on parle finalement de la salpingectomie un petit peu opportuniste en prévention du cancer de l'ovaire, on sort un peu du champ, mais c'est une revue systématique qui vient d'être publiée dans Maturitas en fin 2022. On voit qu'il n'y a pas d'impact sur la MH, ni sur la réserve ovarienne. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de données sur la réserve ovarienne. Il y a 500 patientes dans chaque graphe sur la MH et 250 à 280 dans les deux bras du compte des follicules. Donc, des données quand même plutôt rassurantes. Donc, qu'est-ce qu'on choisit en cas d'hydrosalpinx avant AMP? Cochrane de 2020. Donc, est-ce qu'on fait en gros on essaye toujours de répondre à la question, j'ai la patiente devant moi en consultation, parce que voilà, je vais essayer de prédire, même si vous avez compris que ce n'était pas possible, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse au mieux pour elle pour augmenter ses chances. Quand on regarde salpingectomie versus pas de chirurgie tubaire, bah, il y a quand même un intérêt à aller à la salpingectomie. Quand on regarde occlusion versus pas de chirurgie, on augmente par 3 le taux de grossesse, par 2 quand on va faire une salpingectomie. Donc, c'est les mêmes données qui avaient été démontrées par Strandel en 99 et Hervé Deschaux en 98. Donc, il y a un intérêt à aller opérer, à ne pas rester regarder l'hydrosalpinx et à partir directement en FIV. La Cochrane a dit exactement ce que je viens de vous dire. L'aspiration versus pas de chirurgie, c'est mieux, mais je vous ai dit que ce n'est pas une technique qu'on doit utiliser, en tout cas dans les pays où on a un accès à la chirurgie facile. Quand on regarde, donc ça c'est ce que je viens de vous dire par tableau, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on augmente par un facteur 2 à 3 en cas de chirurgie tubaire par rapport
pas de chirurgie quand on va opérer les patients. Donc, il faut aller opérer les hydrosalpinx. On ne peut pas se dire, je ne sais pas faire la chirurgie, tant pis, on fait de la FIV, on verra ce qui se passe. Ce n'est pas rendre service aux patientes. Quand on essaye de comparer finalement occlusion versus salpingectomie en taux de naissance vivante, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il n'y a pas de différence quand on occlue par célio. Quand on occluait par hystéroscopie, on a fait avec Hervé, avec les systèmes Eschour. C'était des toutes petites 2D, mais il y avait finalement un taux de naissance vivante qui était un petit peu moins bien, qui était en faveur de la salpingectomie. Donc plutôt quand même aller à la salpingectomie qu'à l'obturation, même si on a dit que ça diminue peut-être plus la réserve ovarienne, mais en termes de naissance, il n'y a pas de différence où c'est un petit peu meilleur. Donc en pratique, les recos de cette année, c'était le chapitre de l'école clermontoise avec le professeur Pouly, qui essayait de répondre à la question chez la femme infertile, est-ce que le traitement chirurgical des pathologies tubaires augmente les chances de naissance vivante? Alors en grossesse spontanée, ça résume un peu ce qu'on a dit, taux de naissance vivante 25% dans les 2 ans après salpingostomie, qu'elle soit unie ou bilatérale, tout stade confondu. Taux de grossesse extra-utérine, c'est important, je vous l'ai déjà dit ce chiffre, 10% de grossesse extra-utérine, donc il faut informer ces patientes, il faut les voir en début de grossesse pour traquer ces grossesses. Est-ce que le traitement d'un hydrosalpinx augmente les grossesses en fécondation in vitro? Oui, par un facteur 2. Je résume les données. Est-ce que le traitement d'une obstruction tubaire proximale augmente les chances de grossesse spontanée? Oui également, avec des grossesses spontanées de 30% environ avec un cathétérisme tubaire. On va y venir juste après. Donc ça, c'est les recos telles qu'elles sont écrites. Je vais passer, mais ça vous résume exactement ce qu'on a dit avec les notions d'âge qui sont toujours discutables pour les critères qu'on a dit, puisque c'est vrai que si la patiente n'a pas de possibilité d'être prise en charge en AMP, c'est quand même toujours compliqué de recommander plutôt une salpingectomie chez les patientes âgées. Je suis toujours un petit peu embêté avec ces recos en termes peut-être purs d'études. C'est vrai, les données voilà, ces recommandations sont véridiques, mais il faut quand même toujours pas oublier, comme dit Hervé, qu'on fait de la médecine et que voilà, il faut s'adapter au cas par cas de la patiente. Et si la patiente elle a aucune prise en charge possible en AMP après, il va falloir s'acharner à faire une prise en charge, optimiser la procréation naturelle et même si la trompe est abîmée, essayer de... Ah, ça va. Des arbres diagnostiques, alors Jean-Louis Benifla et Christophe Poncelet dans l'article que vous a cité Pietro tout à l'heure ont essayé de faire un petit peu des arbres diagnostiques pour essayer de s'y retrouver devant finalement les pathologies tubaires. Alors ils sont toujours critiquables. J'aime bien celui de droite où voilà, on a un hydrosalpinx, on fait une célio, soit finalement on a un bon pronostic, on va faire la néosalpingostomie et puis on fera une procréation naturelle avec éventuellement une stimulation après. Si finalement la trompe elle est de pronostic modéré, un stade tubaire 3 ou un stade vraiment de la muqueuse 1 ou 2, on va essayer de garder la trompe bien évidemment. Si on a un bon résultat péropératoire, on fait la fécondation, la procréation naturelle. Si on n'a pas un bon résultat, on va peut-être aller faire la salpingectomie. Et puis quand on a une trompe qui est vraiment de mauvais pronostic, sous couvert de la trompe contralatéral, bien évidemment, on va plutôt privilégier la FIV et donc une salpingectomie avant. Bon, pour conclure, donc vous l'avez compris, c'est une vraie réflexion à avoir en préopératoire avec la patiente. Donc il faut vraiment qu'on se mette d'accord un petit peu sur les attentes, enfin sur ce qu'on va faire et sur ce que pas survendre la chirurgie, sur les limites de cette chirurgie en termes de taux de récidive, de GEU, de taux de grossesse après. Et
Et la trompe, elle va dépendre, ce qu'on va faire, ça va dépendre de l'état tubaire, de l'état tubaire controlatéral, peut-être des lésions d'endométriose qui vont être associées. On ne sait pas vraiment sur quoi on part. C'est pas toujours simple de savoir cette cellio d'exploration tubaire, ce qu'on va réellement trouver au final. Donc on va essayer de faire ce qu'on peut pour reconstruire la trompe et éviter les complications péropératoires. Donc on ne fera pas des adhéolises trop complexes. C'est le message des recos d'il y a 2 ans. Et on va faire ce qu'on pense nous être le mieux, puisque voilà, on a le droit quand même de garder une primauté dans le choix décisionnel. Voilà, bien évidemment, c'est consenti avec la patiente, mais parfois là, on est tout seul devant la patiente, ventre ouvert ou en célio, pour améliorer la fertilité. Les autres pathologies tubaires, outre l'hydrosalpinx, c'est l'obturation proximale. Donc, la question qu'on se pose quand on a une obturation proximale à une imagerie, est-ce que c'est un spasme ou est-ce que c'est une réelle occlusion? C'est pas toujours facile puisqu'on a des spasmes à l'hystérosalpingographie, on a des spasmes à l'hyphosie, à l'icosie. Donc c'est vrai que je suis plutôt d'avis de penser que ça fait quand même moins mal l'hyphosie, l'icosie et du coup on a probablement moins de spasmes que à l'hystérosalpographie. On a peut-être, notamment en début d'expérience, un peu plus d'échecs de technique puisqu'il y a une courbe d'apprentissage à faire. Donc on a peut-être pas des spasmes mais des fausses obturations parce que finalement on n'est pas très fort pour faire cette technique au début. Mais voilà. Et on reboucle avec la première question, quelle est la place de la célioscopie épreuve au bleu quand on a un spasme, avec le topo de Pietro, où finalement, peut-être que malgré tout, on ne sait pas vraiment si ça se trouve, elle va bien cette trompe-là, mais il y a peut-être des petits trucs qui font que on va peut-être quand même aller à la célio, comme ça on sera sûr que ça passe bien, et puis peut-être qu'on ira enlever une petite lésion d'endométriose superficielle au décours. Je vous ai remis l'algorithme, parce que finalement, si on a un spasme unilatéral, il y avait la question. Maintenant, c'est vrai que c'est réglé. Avant, on aimait bien que les deux trompes passent. Maintenant, on sait que si une seule des trompes passe, on est plutôt rassuré et on peut faire. On ne va pas systématiquement à la célioscopie. Et puis, il y a la place du cathétérisme. Alors, les cathés de Cook n'existent plus. Certains utilisent des sondes urétérales pour faire ça. Je ne sais pas, Hervé, ce que tu utilises. Tu avais peut-être fait une réserve de cathés de Cook. Donc, ouais, avec une sonde urétérale, ça peut rentrer. J'avais essayé avec la pointe des hystéroscopes, mais souvent, c'est un tout petit peu c'est moins pratique. Avec le bout, j'avais plus peur d'abîmer la trompe. Il faut faire ça sous double, idéalement peut-être sous double colonne pour avoir, donc ça nécessite une organisation pour avoir et la colonne pour l'hystéroscopie et la colonne pour la célio, mais ça marche plutôt bien. D'ailleurs, vous l'avez vu, les taux, c'était à peu près 30% dans la série lyonnaise de Waterloo. Dernière entité, la repéramisation post-ligature tubaire. Ça reste de la chirurgie tubaire, avec des problématiques. Alors, j'ai un train à prendre, je le dis pour Hervé, qui pourra parler de ça après. Mais c'est vrai que c'est une considération importante à prendre dans la décision qu'on peut avoir avec les patientes qui demandent des salpingectomies pour éviter les corps étrangers, les patientes jeunes qui veulent des ligatures tubaires, qui ne veulent pas de corps étrangers, donc pas de clip, ou beaucoup font des salpingectomies à visée contraceptive. Et puis, on le sait qu'avant 30 ans, c'est 30% de regret quand même. Donc, c'est pas négligeable. Donc, probablement, voilà. C'est sûr que si on a fait une salpingectomie, c'est bien, c'est que le topo peut s'arrêter là. Il n'y a pas de chirurgie réparatrice possible. Néanmoins, peut-être privilégier les clips chez la patiente jeune. Je sais que c'est l'avis d'Hervé et il a raison. Là, je montre un film j'ai pas de film là-dessus qu'avait fait Pierre-Emmanuel Vouet au Québec. Alors, ils utilisent la vasopressine qui est interdite en France parce qu'il y a des arrêts cardiaques sur table. L'avantage, c'est que ça ne saigne pas. Là, voilà, ils injectent la vasopressine. Vous voyez la trompe qui devient toute blanche. Bon, je sais pas si c'est
l'intérêt, c'est juste de montrer voilà, la technique. Donc, vous vérifiez finalement en amont et en aval du clip en coupant la trompe. Le clip, vous voyez, il est en haut, il est au-dessus des ciseaux. On vérifie que la trompe, elle marche bien. On enlève la partie du clip. Donc là, ça ne saigne pas grâce à la vasopressine, mais vous pouvez tout à fait, on le fait sans vasopressine. Hop. Et puis, avec des fils. Donc là, il a enlevé la partie. On va finalement rabouter la trompe. On utilise du 5.0, du PDS, plus que du Vicryl. On rétablit la continuité. Les taux de succès sont quand même pas négligeables. Alors après, c'est les séries publiées par des gens qui savent bien le faire. Hein. Il y a Victor Gomel notamment avant au Canada qui en a fait beaucoup, qui trouve des taux qui sont plus de 60% de grossesse vivante. J'avoue que j'ai moins de succès dans mes réparations, même si j'étais content que la semaine dernière, la chef partagée de Cholet m'a dit que ma patiente était enceinte. Mais bon, c'était. Juste un commentaire là-dessus. Les taux de succès à 60%, c'est chez les femmes jeunes. En France, on n'est pas habitué à ça, puisque ces stérilisations, ces tubaires sont chez les femmes plus âgées. Mais rappelez-vous que le taux de grossesse après 40 ans en FIV, c'est moins de 5% d'enfants dans un berceau, alors que le taux de grossesse de reperméabilisation tubaire chez des femmes de plus de 40 ans passe à 25%. Donc c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire, à mon avis, de salpingectomie chez les femmes qui vous disent à 39 ans « je veux une contraception définitive ». Parce que la société évolue, que les gens changent de partenaire même à 40 ans ou 42 ans, et il semblerait sociétalement que si on ne fait pas d'enfant, le couple ne pourra pas aller. Bon, chacun garde son opinion là-dessus. Mais quand ils veulent refaire une grossesse à 42 ans, eh bien on peut faire cette chirurgie parce que toute la littérature internationale donne 25%. Pourquoi ? Parce que la majorité de ces patientes ont eu des enfants et qu'elles ont des trompes parfaitement saines. C'est-à-dire c'est juste le clip à retirer, mais la qualité tubaire, elle est normale. Donc elle n'a jamais été altérée par une quelconque infection. Ce qui explique que la chirurgie, j'allais dire, elle n'est pas trop difficile. Il y a un coup à prendre quand même. Donc il faut garder à l'esprit, pas de salpingectomie, surtout pour les contraceptions définitives chez les femmes âgées, parce qu'on peut les réparer avec 25%. Ni chez les femmes jeunes, du coup. Alors chez les femmes jeunes, non, mais c'est plus de 60% de grossesse. Il y a même des séries à 90% de grossesse. Ouais. C'est les Chinois, puisqu'en fait, ils faisaient des contraceptions définitives à 25 ans, 30 ans. Ensuite, avec la libération qu'il y a eu, eh bien, ils ont fait cette chirurgie et ils ont des taux exceptionnels. Là, vous avez les taux de grossesse, ça c'était la bêta-analyse de Human Reprod. Vous voyez les taux de grossesse de 80%, 75% en célio. Alors, il y a une mode pour le faire au robot. Je vous ai mis les tableaux à côté. Finalement, la célio fait mieux que le robot pour réparer les trompes. On pourrait imaginer que le robot, ça soit pertinent, puisque pour faire des points, finalement, on peut zoomer. On réinvente un peu la micro-célio. Gynéco faite au robot, c'est une reperméabilisation tubaire par Falcon. Ouais, c'est Falconer, ouais, c'est ça. 20 ans. 99, je crois. Ouais, plus de 20 ans. Et c'est vrai que c'est séduisant quand on voit les films, c'est beau, mais finalement quand on regarde cette revue systématique, la célio fait mieux, donc tant mieux. Il y a encore une petite place à la célio, même s'il y a des équipes. Je sais que à Nîmes par exemple, je sais qu'ils utilisent le robot beaucoup pour faire de la chirurgie de reperméabilisation tubaire, et ils utilisent que pour la myomectomie et la reperméabilisation tubaire en gynéco. Ils font pas de promonto, c'est historique ça, et c'est fait en urologie. Ça a peut-être changé maintenant, mais voilà. Et c'est c'est exactement ce que nos méta-analyse qui refait les mêmes données, qui remouline les mêmes données que la méta-analyse d'avant. C'est toujours magnifique la littérature avec, vous voyez, les taux de grossesse
après la parotomie, 68%, 67%, 65% après Célio ou après robot. Donc voilà, il y a quand même des très bons résultats sur ces chirurgies-là. Mais voilà, la Célio fait aussi bien que le robot. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc la place de la chirurgie tubaire, elle a quand même toujours un intérêt. J'aime bien cette photo parce qu'on a encore le SCO qui est en Ligue 1. L'année prochaine, il faudrait que je change. Donc faut savoir la faire. C'est pas facile. C'est pas une chirurgie qui est très compliquée. Mais si on ne l'a jamais vue, bah, on va pas l'inventer. Il faut pas avoir peur d'ouvrir la trompe pour regarder la muqueuse, pour faire un point. C'est pas si compliqué que ça. Ce qui est compliqué, c'est plus la décision. Ça s'apprend plus avec l'expérience. C'est vrai qu'on a souvent la mauvaise colonne parce que c'est réservé pour d'autres chirurgies, mais il faut vraiment que la chirurgie de fertilité, vous en êtes convaincu puisque vous êtes au DU, garde sa place, et notamment dans la prise en charge d'AMP. Et on fait pas, il faut vraiment opérer les hydrosalpinx. S'il n'y a qu'un message à retenir de ce cours, c'est ça. Après, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. En pratique, d'emblée, on répare si on peut. Si on ne peut pas, on enlève la trompe pour avoir un message très simple. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pour les clips, on n'en met qu'un, oui. Ouais. Un seul? Ouais. Ils sont ampulaires ou ismiques? Bah, ça dépend. Pourquoi? Il y a les clips que tu vas mettre pour l'hydrosalpinx, tu vas le mettre le plus proche possible de l'utérus pour pas qu'il y ait du liquide qui reflue dans ta cavité. Ah, d'accord. Si à visée contraceptive, l'intérêt du clip, c'est potentiellement la réversibilité. Exactement. Et du coup, il faut le mettre à distance au tiers. Tiers externe. Ouais, enfin un tiers proximal de la trompe. Ouais, voilà. Sur l'isthme de. Faut que tu aies un petit peu de marge pour pouvoir rajouter. Parce que si tu l'as collé, là, tu vas te retrouver avec des différences de calibre. Ça va être plus compliqué. Quand on fait la chirurgie de reperméabilisation tubaire, on fait des points en intraluminal. Ouais. Pas comme par exemple en chirurgie intestinale, on aurait pu penser. C'est vrai que c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser, je pense. C'est quand même assez fin comme chirurgie. Il y en a qui mettent une sonde urétérale dans des deux côtés et qui retirent après par hystéroscopie par Célio, par le pavillon mais c'est vrai que c'est plus facile à faire. Et c'est pour ça qu'il faut plutôt utiliser, je pense, dans le film, ils utilisent du Vicryl, mieux utiliser du PDS. Il y a probablement moins d'adhérence avec utiliser un monobrin, oui. Avec du monobrin que du multibrin. Alors, il y a une technique suédoise où ils mettent que 2 points. C'est-à-dire qu'il y a un point de rapprochement à la base, au niveau du méso, qui rapproche, et ensuite vous mettez juste un seul point, transfixiant ou pas transfixiant, et la nature est assez bonne, et en fait tout ça, ça se reperméabilise. Parce que bon, globalement, on peut être idéaliste en disant on va passer notre point idéalement. Quand on est en Célio avec du 5 ou du 6-0, vous apercevrez que il y a ce qu'il faut faire bien, puis il y a la réalité. La réalité, c'est si vous rapprochez, vous apercevez que c'est très bien. Et en fait, même si à l'épreuve au bleu, une fois que vous avez rapproché, il y a un petit suintement de bleu par la zone rapprochée, ça n'a pas d'importance, ça va cicatriser. Bon, moi, c'est vrai que j'aime bien en mettre quand même un en intraluminal pour être sûr d'être bord à bord, parce que après, voilà. Mais c'est vrai qu'idéalement, on pourrait imaginer que probablement que c'est mieux de ne pas être totalement. Mais j'en mets toujours au moins un pour être sûr en haut de. Voilà, que ça soit pas lundi avec mardi. Comme la chemise quand tu es pas sur de garde. Pardon. Désolée. Je repose ma question de tout à l'heure. Est-ce qu'il faut, après la désiolyse ou la cure de l'endométriose superficielle, privilégier des gels anti-adhérentiels? Et la deuxième question aussi, est-ce que salpingectomie ou cure d'hydrosalpinx par énergie, ligature ou équivalent versus bipolaire avec son impact sur la réserve ovarienne? Alors, sur la deuxième question, il n'y a pas de données. Enfin, sur la question, c'est est-ce qu'il faut mieux faire une fimbrioplastie au fil ou des points éversants, par exemple de bipolaire?
Est-ce qu'il y a un impact sur la réserve ovarienne? On n'en sait rien. Moi, je pense que si ça s'exerce bien avec quelques points de bipolaire, ça, voilà, faut le faire. Utiliser le ligachour, enfin voilà, ça reste. Après, la question sur la salpingectomie, est-ce que l'ultracision ligachour serait moins délétère? On n'a pas de données. C'est une très bonne question, mais on n'a pas de données. Sur la place des barrières anti-adhérentielles après. En prévention des adhérences. Ça, c'est un autre sujet qui est assez vaste, Hervé. Je te laisserai répondre parce que je vais montrer à 35. Pas la place. C'est pas vous que je peux répondre. Tu le feras après? Non, pour la ligature, pour la déligature, je ne mets pas de gel anti-adhérentiel. Non, mais même pour une fabrioplastie, même, moi, on n'en met pas non plus. C'est pour l'endométriose superficielle. Peut-être même pour la myomectomie, peut-être. C'est la seule indication où peut-être on peut mettre une barrière. Ouais. D'accord. Non, mais il faut bien faire attention. C'est pas parce que on a l'habitude le matin de faire ceci que c'est forcément bien. Est-ce qu'il y a des preuves qui disent que c'est utile ou pas? N'oubliez pas que le gel qu'on a, ça coûte 125 €. Regardez le nombre de chirurgies qu'on fait et ensuite réfléchissons si on a les moyens ou pas de l'utiliser. Pour les myomectomies, je pense qu'il n'y a pas de discussion. Il faut vraiment utiliser une barrière anti-adhérentielle. Pour l'endométriose sévère, s'il y a des cicatrices digestives, je vous rappelle qu'il ne faut pas. Sinon, c'est très extensif. Il faut plusieurs produits pour aller sur toutes les surfaces, donc c'est discutable. Une asso qui rapporte quelques cas de fistules digestives après l'application de gel anti-adhérence. C'est la raison pour laquelle on ne met pas de gel sur le digestif. Moi, je me méfie toujours. Hein. C'est facile de dire que c'est la faute du gel. Il faut quand même être simple sur les fistules, c'est quand même notre faute en tant que chirurgien. Bon, c'est facile à dire que c'est le gel qui est venu s'incruster, qui a empêché la cicatrisation. C'est de bonne guerre de dire ça. Je pense qu'honnêtement, c'est le chirurgien. Monsieur Fernandez, j'en profite parce que Guillaume doit filer pour son train, mais il y a des questions sur le chat, je peux vous les poser? Oui, bien sûr. Il y en a... Je pose une question à Guillaume avant de partir. Oui. À quelle heure on se voit demain? Donc début d'après-midi pour le café. Non, parce qu'on prépare les picots sur la GU l'année prochaine. Justement, il y a une question. Merci Guillaume. Justement, il y a une question sur le risque de GEU post-reperméabilisation tubaire. Est-ce qu'il n'est pas trop important? Non, il est de l'ordre de 8 à 10% dans toutes les séries. Alors, ce n'est pas égal à 0, hein, puisque dans la population générale, c'est 2%. Donc, ça veut dire qu'on sait que c'est des patientes qui ont une cicatrice, ce qui veut dire que quand elles sont enceintes, il faut qu'elles aient rapidement une écho. Mais on est dans des chiffres parfaitement acceptables. Voire même, il y a des séries qui sont à 4-5%, pas plus. Hein. Et que les patientes soient opérées en laparotomie ou en célioscopie, parce qu'il y a des grosses séries en laparotomie de reperméabilisation, les résultats, aussi bien en termes de grossesse, sont supérieurs en laparotomie, ne l'oublions pas, et le taux de GEU, il est pareil. C'est très amusant, en fait, toutes ces séries où on dit « attention, la laparotomie fait mieux que la célio ». Je vais vous dire un truc qui n'a rien à voir, mais les recos qui vont être dites jeudi, au collège, vont faire revenir la laparotomie dans le traitement du cancer du col. Les résultats sont meilleurs qu'en célio. Ça me fait très curieux parce que quand j'ai commencé il y a beaucoup d'années, on faisait des laparotomies pour les cancers du col et je vais finir ma carrière au retour de la laparotomie. Donc peut-être que... D'où l'intérêt de ce que je vous disais tout à l'heure, il faut évaluer. Si vous voulez avoir une petite pause, on va faire 5 minutes. Et puis, s'il y a d'autres questions, on pourra reprendre les questions après les cours du professeur Fernandez.